je remercie beaucoup Simone Sala de sa très gentille présentation. Et je voudrais commencer par remercier l'équipe des Rencontres de Coppet de leur invitation et puis surtout de m'avoir offert la possibilité d'une conférence accompagnée d'une lecture. Ça n'est pas souvent que nous avons la chance d'avoir des textes qui sont mis en voix, qui sont lus. Et cette édition de la Henriade vient de paraître. Donc je suis extrêmement curieux, impatient d'entendre ce texte lu, et je remercie Pilar de la Béraudière de prêter sa voix aux Alexandrins de Voltaire ce soir. Je ne sais ensuite si c'est par hasard ou à dessein que la date du 4 octobre a été retenue. C'est en effet la Saint-François et la fête du saint patron aussi de Voltaire, de François-Marie Arouet, et parler d'un auteur connu pour son anticléricalisme le jour même de sa fête a quelque chose d'assez piquant. Mais plus sérieusement et plus profondément, je voudrais aussi dire une chose, je suis particulièrement heureux de parler de la Henriade en 2022, qui correspond au 450e anniversaire du massacre de la Saint-Barthélemy, car ce poème en offre un récit absolument terrifiant. On en entendra des extraits tout à l'heure, comme il est le premier grand texte dans lequel Voltaire engage des combats qui l'occuperont toute sa vie et sur lesquels il ne cessera d'approfondir sa réflexion. Il s'agit en quelque sorte d'un texte où il essaie un certain nombre de choses. La Saint-Barthélemy restera, c'est quelque chose de bien connu, pour lui l'emblème même de l'intolérance religieuse et de la violence partisane. Je rappellerai simplement ce trait resté célèbre, dont j'ai choisi une version pour le présenter, dans la version qu'en a donnée dans ses mémoires le marquis de la Villette en 1784. Monsieur de Voltaire n'a pas encore passé une seule année de sa vie sans avoir la fièvre le jour de la Saint-Barthélemy. Il ne reçoit jamais personne à pareil jour. Il est dans son lit. L'affaissement de ses organes, l'intermittence et la vivacité de son pouls caractérisent cette crise périodique. On s'y attend. On ne l'approche qu'en tremblant. Il semble que son cœur soit ulcéré de toutes les plaies que la persécution religieuse a faites aux hommes. Donc il y a là un motif qui est absolument central dans toute la vie de Voltaire, comme le disent, légende ou vérité, peu importe, c'est cette importance de cet événement. Or, le premier grand texte dans lequel Voltaire, encore assez jeune, parle de la Saint-Barthélemy, fustige le fanatisme religieux, est un poème épique en 10 chants. Bon, 10 chants, ça peut impressionner, il n'est pas si long, les chants font 400 à 500 vers, et le volume, qui est un petit peu épais, contient beaucoup d'autres textes. Et c'est aujourd'hui un texte oublié, qu'on ne lit plus, on ne connaît pas ce texte de Voltaire. Or, ce texte du vivant de Voltaire a connu un immense succès. Et le terme d'immense n'est pas exagéré. En France, comme dans toute l'Europe, puisqu'il a suscité également, dès le XVIIIe siècle, des traductions en Allemagne, en Angleterre. Diderot a écrit la Henriade à des morceaux qu'on peut opposer de front à ce que l'Iliade et l'Énéide ont de plus magnifique. Donc tout au long du XVIIIe siècle, les éditions se sont succédées. Il y a eu plus de 60 éditions du vivant de Voltaire, des éditions qui ont été contrôlées par lui, des éditions clandestines. Et au fond, il y a là un grand nombre ça participe, je dirais, de la vie des Lumières et ses rééditions. Toute sa vie, il a apporté des ajouts, des modifications, des notes historiques, il a corrigé des vers, et donc d'édition en édition, vous avez chaque fois de nouvelles versions, comme si le débat sur l'intolérance religieuse se déroulait dans les marges même du texte de la Henriade. C'est donc aussi, je dirais, le XVIIIe siècle passe pour un siècle peu poétique, qui n'a pas connu la poésie. C'est un siècle philosophique, c'est un siècle de la prose. Or, la Henriade est aussi le grand succès poétique, je dirais, pour les gens du XVIIIe, de l'époque, à côté de la poésie légère. Et il va figurer en bonne place dans toutes les anthologies, dans tous les manuels scolaires, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors, j'en donnerai 2 témoignages, je pourrais en donner de très nombreux, mais j'en ai choisi 2 pour l'illustrer. Le premier est peut-être le moins probant. C'est un tableau, mais il est
proche et voisin. C'est un tableau qui est à Ferney-Voltaire, et c'est un tableau d'après Maurice Quentin de la Tour, qu'on a réintitulé. Hein, le titre n'est pas certain, Portrait de Voltaire, tenant une édition de la Henriade. Mais le fait qu'on décide que ce livre qu'il tient est la Henriade est un premier témoignage. Et puis, deuxièmement, un exemple beaucoup plus peut-être probant qui montre la place de la Henriade dans la mémoire collective française. Il s'agit, alors je vous la montre d'abord ainsi, il s'agit de la statue de Henri IV, qui est sur le Pont Neuf à Paris, et on l'a restaurée en 2004. Hein, et cette statue avait été érigée en 1818, vous en avez ici une aquarelle hein, de son érection à l'époque. Or, quand on a fait en 2004 la rénovation, on a ouvert le cheval, et qu'a-t-on trouvé dans le cheval? Différents textes, dont une boîte, la boîte numéro 3, où figurait un exemplaire de la Henriade. Alors je vous demande de me croire sur parole, hein, mais c'est bien le texte de la Henriade que vous voyez là, sous la pincette du conservateur. Donc il y a là, si vous voulez, un exemple. Au XIXe siècle, on a mis ça, c'était là pour célébrer la mémoire de Henri IV, c'est donc lié à Henri IV, c'est un texte qui est profondément lié, je dirais, à la mémoire d'événements importants de l'histoire de France. Il illustre par ailleurs donc un de ses succès tombés par la suite dans l'oubli, qui est le thème, si bien choisi, de ce cycle de conférences de cet automne. Et puis ça correspondait aussi pour moi à la parution en juillet de cette édition que j'ai faite effectivement avec un collègue qui a fait ses études à Bâle et qui est maintenant à Göttingen et qui est un spécialiste du XVIe siècle. Et donc il a surtout travaillé sur la partie guerre de religion, sur la partie historiographique. Et on y a adjoint 2 textes avec lesquels il a paru. Un essai sur les guerres civiles, donc Voltaire a écrit en prose une réflexion sur les guerres de religion, et puis un essai sur la poésie épique, où il retrace l'histoire de la poésie épique en Occident, d'Homère, mais il va jusqu'à Milton, hein, il va jusqu'au Tasse, jusqu'à Milton, donc avec l'épopée moderne. Pour moi, la Henriade aussi, c'est l'occasion d'évoquer un texte qui parle du Voltaire jeune. On a en effet souvent l'image, aujourd'hui, alors ça c'est l'image de l'édition, hein, que je suis heureux de vous présenter, et puis ensuite de représentations différentes de Voltaire. Hein. Ce Voltaire un peu sec, hein, cet homme des Lumières, satirique, là c'est la statue célèbre de Pigalle qu'il avait représentée en philosophe nu, mais c'était une représentation, vous voyez, d'un homme déjà d'âge mûr et puis très maigre. Et puis on le voit sur cette couverture de Candide, c'est déjà aussi un homme d'âge mûr. Et on le voit aussi sur une autre édition plus courante, hein, le Voltaire des combats, sec et maigre. Or, Voltaire a été jeune, il a eu une jeunesse bouillonnante, et c'est de ce moment de jeunesse qu'il écrit ses premières œuvres, dont la Henriade. Et je voudrais aussi, alors ça n'est pas évidemment Voltaire lui-même, mais je voudrais signaler en passant cette incarnation de Voltaire, qui est l'acteur Thomas Oliveres en Voltaire, dans une série qui a été diffusée, je crois, l'année dernière, dans Les Aventures du jeune Voltaire, en 4 épisodes, et où je trouve que l'acteur donne une idée de ce qu'a pu être le Voltaire jeune. La série est assez réussie, et je crois que c'est au 3e épisode. Il récite dans un café à ses amis quelques vers de la Henriade. Donc on a, si vous voulez, cette partie aussi de la vie de Voltaire, qui n'est pas celle de Candide, celle des grandes affaires, de l'affaire Calas, hein, c'est ce qui vont le mettre au centre de la vie intellectuelle, de la vie politique de la France et de l'Europe. Donc, Voltaire débute, jeune homme ambitieux, il débute par s'essayer dans les 2 grands genres, qui sont les 2 grands genres à succès, la tragédie en vers avec Irène, et puis un poème en vers et en alexandrin, la Henriade, et donc épopée. Et on l'entendra dans la lecture, au fond, Voltaire est écrivain de théâtre, il écrit en alexandrin, et son écriture de la poésie épique, c'est du récit, bien sûr. Il y a quelques dialogues, mais il y a du récit. Mais c'est un récit aussi, à mon avis, qui est imprégné aussi de son expérience théâtrale. Alors, épopée, j'ai donné pour titre non pas des Lumières, mais
pour les Lumières, parce que les Lumières sont encore balbutiantes en 1728. Il y a bien sûr les premiers textes, je pense en particulier ici aux lettres sur les Anglais et les Français, du Bernois, Beate de Murat, qui est un des premiers textes sur les Lumières. Et puis, il y a peu après, il y aura les premiers textes de Voltaire. Pour les Lumières, parce que je dirais que la Henriade, au fond, elles établissent une sorte de programme. C'est un premier programme de ce que doivent être les Lumières. C'est donc sous la Régence, et donc peu après la mort de Louis XIV, Louis XIII est beaucoup trop jeune et on est sous la Régence, et alors qu'il a une vingtaine d'années, qu'il va composer les premiers chants de son poème. Il en aurait commencé les tout premiers chants lors de son emprisonnement à la Bastille. Alors c'est un épisode qui est resté fameux. Vous voyez, c'est un peintre du 19e siècle, enfin fin 18e, début 19e, qui représente Voltaire à la Bastille composant la Henriade. Là aussi pour dire que ça fait partie de la légende, cette idée que Voltaire commence à composer la Henriade dans sa première prison. Il avait regagné la Bastille suite à des vers satiriques contre le régent. Il avait commencé, écrivait-il, comme un simple amusement dans un temps et dans un lieu où il ne pouvait faire que des vers. Alors, ça permettait aussi de créer une légende du poète, puisqu'il s'inscrivait dans la lignée d'un autre grand poète épique, un poète italien, Le Tasse, l'auteur de la Jérusalem délivrée, dont on verra dans un des épisodes que lira tout à l'heure Pilar de la Béraudière, qu'il est inspiré aussi du Tasse. Le Tasse qui est aussi passé en prison, il a une célèbre visite de Montaigne au Tasse en prison. Donc il y a aussi la légende du poète épique qui se met en place. Première version du poème, pour donner une genèse un peu rapide, va paraître en 9 chants. La première version va paraître sous le titre de La Ligue ou Henri le Grand, qui va se heurter à la censure et qui va être imprimée clandestinement en 1723. Censure notamment pour des représentations du roi et des derniers Valois. Le projet n'est pas abandonné et Voltaire va profiter de son séjour forcé en Angleterre. Il se fait chasser de France et part en Angleterre. Et pour publier la Henriade, poème en 10 chants, avec une dédicace à la reine d'Angleterre, non pas Élisabeth II, mais c'était Élisabeth Ière, To the Queen. Vous voyez ici sur cette illustration la dédicace de la toute première édition. Édition aussi qui est illustrée. Là, j'ai la seconde édition, mais qui suit de près la première, et où vous voyez la première page avec un frontispice qui est une gravure. Oui, je pense que vous le voyez, ou peut-être pas très bien, qui représente un épisode de la Saint-Barthélemy, des hommes en train de tuer d'autres avec des épées, et vous voyez que c'est indiqué Londres. La première édition paraît à... Et il va ensuite publier des éditions françaises, et tout au long de sa vie, il y aura des rééditions. Aussi des formes de dialogue, des commentateurs qui vont écrire dans les marges de la Henriade. Bien aimé, dans une lettre de 1730. Là, j'ai un petit problème. C'est mieux. Les contemporains vont avoir, j'ai dit tout à l'heure, j'ai donné l'admiration de Diderot, mais il va avoir aussi des critiques. La réception va être, je dirais, très mitigée. Il va y avoir des éloges et des critiques. Mais malgré ces critiques, Voltaire n'a jamais cessé de le considérer comme le seul poème épique qu'est la France. Même au fait de sa gloire, après les affaires Sirvin, l'affaire Calas, il va écrire dans une lettre de 1766 « J'ai fait le seul poème épique tolérable qu'on ait dans la nation ». Et donc, dans le corpus de ses œuvres, ce texte va jouer un rôle extrêmement important. Il va le mettre parfois comme le premier texte de ses œuvres complètes. Elles évoluent, mais il est parfois en première position. Singulier aussi parce que c'est un poème épique, et il n'y en a pas beaucoup, c'est le seul. Voltaire a aussi écrit un poème satirique, La Pucelle, mais c'est plutôt un poème héroïque-comique, je dirais. On peut se demander à ce moment-là pourquoi Voltaire écrit en vers, pourquoi il écrit une épopée. Alors,
il faut quand même, Voltaire dont on connaît surtout la prose, hein, mais il faut peut-être d'abord rappeler que Voltaire est connu à l'époque aussi comme poète, poète tragique, je l'ai rappelé, mais aussi avec des poèmes historiques, comme un poème sur la bataille de Fontenoy en 1745, qui a eu beaucoup de succès, une ode, ou comme le poème sur le désastre de Lisbonne, un poème de 1756 qui précède Candide, et où il aborde déjà le thème du tout est bien et la satire de la philosophie de Leibniz du tout est bien, avant même Candide. Donc avant l'expression en prose, hein, avant qu'il s'exprime en prose sur ce désastre, il le fait d'abord par les vers. La deuxième raison, c'est qu'un jeune auteur qui est né en 1694, c'est-à-dire à la fin du règne de Louis XIV, nourri par les grands auteurs classiques, il est dans, au fond, ce désir de réussir dans les grands genres de l'époque. Et les grands genres, c'est la tragédie héritée de l'Antiquité, qui sont placés au sommet de la hiérarchie des genres. Alors, dans la tragédie, il a un premier succès avec Édipe en 1718, et puis il aura un succès constant jusqu'à sa dernière pièce, Irène, en 1778. Mais symétriquement, il va s'attacher au poème épique et il va par la suite souvent se désigner comme l'auteur de la Henriade. Alors, poids du passé, hein, poids du siècle de Louis XIV, Voltaire est celui qui va en quelque sorte imposer cette formule hein, dans son histoire du règne de Louis XIV, hein, et ce qu'il appellera du siècle de Louis XIV. C'est un très beau texte historique de 1751. En même temps que ce poids du passé, il y a un besoin de nouveauté. Besoin de nouveauté dans ce siècle qui commence, dans cette génération justement qui voudrait passer à autre chose après la mort de Louis XIV. Et donc, il va concevoir son épopée dans un savant équilibre entre la reprise de la tradition et le renouvellement. Alors, la tradition, c'est l'alexandrin. C'est une construction narrative selon l'intrigue est construite comme l'Énéide. Le début, in medias res, hein, au milieu de l'action, et puis ensuite le grand récit du héros qui va nous ramener en arrière à la prise de Troie hein, pour l'Énéide. Et c'est le même schéma que va suivre la Henriade. Donc un certain nombre d'éléments qui sont dans la tradition. Renouvellement par le refus du merveilleux. Alors le refus du merveilleux, on le comprend bien, c'était une manière aussi de détacher l'épopée de sa dimension religieuse. Il va remplacer le merveilleux par des allégories. Et puis surtout dans le choix du sujet. Il va prendre, les théoriciens de l'époque disaient il faut choisir des sujets très anciens. Ça évitait de créer des polémiques. Or, il va choisir un sujet d'histoire récente, c'est beaucoup dire, mais plus récent que ce que les théoriciens avaient préconisé, en prenant le sujet des guerres de religion, qui est un sujet difficile, compliqué. Toujours, hein, on est peu après la révocation de l'édit de Nantes, hein, donc ces questions sont toujours des questions assez brûlantes et importantes. Et donc, il va prendre ce risque, et là, il y a déjà un premier geste, je dirais, de modernité. Pour lui, le poème est fondé sur une histoire connue et sur ce sujet des guerres de religion. Et puis, il va mettre en place une guerre civile, un agone politique, hein, une lutte politique et un débat philosophique. Et c'est par là qu'il apporte une touche de modernité, qu'il renouvelle l'épopée. Et puis, s'ajoute aussi un autre enjeu qui est celui de la transition historique. La fin des guerres de religion marque le passage de la dynastie des Valois, hein, des derniers Valois, à la dynastie des Bourbons, Henri IV étant le premier, le fondateur des Bourbons. Or, en même temps, en France, il y a la Régence, hein, et on a eu un moment extrêmement difficile, là, la série sur Voltaire le montre bien, où gros problème de succession, hein, est-ce que c'est l'entourage de la duchesse du Maine et ce qu'on a appelé, ce que Saint-Simon a appelé les grands bâtards, hein, les bâtards de Louis XIV qui vont prendre la succession au trône, ou bien est-ce que c'est Louis XIII, hein, l'arrière-petit-fils, qui d'abord doit avoir une régence. Donc on est dans un moment d'incertitude, si vous voulez, au niveau de la transition du pouvoir. Et donc, de parler de cette transition aussi de la dynastie donnait une actualité, je dirais,
représentation des derniers Valois qui vont apparaître, Henri III, Charles IX notamment. Programme enfin philosophique avec les guerres de religion et programme historique avec les derniers soubresauts de ce que Voltaire appelait la barbarie du Moyen-Âge. Il n'a jamais, vous le savez, tellement aimé le Moyen-Âge, il a toujours été un petit peu injuste à l'égard de cette période, et avec l'avènement d'un âge éclairé qui arrive avec Henri IV pour lui. Il appellera ce XVIe siècle où l'ancien monde est ébranlé, le nouveau monde est découvert. C'est dans l'essai sur les mœurs. Voltaire voit dans le XVIe siècle ce moment de la Renaissance véritablement. Et c'est en cela que la forme classique du poème épique offre le support à des thèmes qui seront développés par les Lumières. Au reste d'Angleterre, Voltaire ne ramène pas seulement la Henriade, mais aussi les lettres philosophiques, qu'on a aussi appelées les lettres anglaises, qui paraissent quasiment simultanément, 1834, et qui constituent, je dirais, le premier grand manifeste des Lumières après celui de Beat de Muralt, où il parle de Newton, où il parle de Locke, et où il parle ces fameuses pages sur la bourse de Londres, ces pages où il nous dit que voilà, des gens de différentes religions se retrouvent à la bourse de Londres, font affaire ensemble, et puis ensuite chacun va dans son temple, dans son église, dans sa synagogue, mais au fond sans que cela, dans la meilleure des ententes. Donc on est vraiment dans cette atmosphère, vous voyez bien, que la Henriade. Alors comment se présente la Henriade? C'est le dernier point que je voudrais donner avant de donner la parole à Madame de la Béraudière. La Henriade, 10 chants. L'action débute en avril 1589. Les guerres de religion sont entrées dans une nouvelle phase. Le roi de France Henri III, sans enfant, s'allie avec le roi de Navarre pour le reconnaître comme héritier légitime. Ils s'accordent pour combattre la Ligue, donc, qui est guidée par Charles de Lorraine, duc de Mayenne. La Ligue, qui est donc ce groupe de catholiques fanatiques qui souhaitent justement arrêter la réforme en France. Deux grandes factions s'opposent. Donc, d'une part, la Ligue, qui est soutenue par Rome. Il y a des pages satiriques très drôles sur le Vatican et l'Espagne, qui protègent l'unité catholique, l'unité de la royauté, pour éviter qu'un hérétique devienne roi de France. Et puis, d'autre part, en face, l'union des Huguenots et des catholiques modérés, cette union qui défend, au fond, les lois fondamentales de l'État et de la nation. Le coup de génie de Voltaire est donc double. D'une part, il choisit le moment des guerres de religion, mettant face à face non simplement des catholiques et des protestants, mais des radicaux contre des modérés. Et donc je pense que là, c'est un point extrêmement important. Il l'exprime dans les vers qui sont peut-être les plus célèbres de cette épopée. Je ne décide point entre Genève et Rome, de quelque nom divin que leur parti les nomme, j'ai vu des deux côtés la fourbe et la fureur. Manière de renvoyer, au fond, dos à dos, les radicaux des deux religions. D'autre part, il bouleverse ces événements réels avec une invention qui n'a rien d'historique. La mission, il envoie Henri, qui n'est encore que Henri de Navarre, Henri IV, qui n'est encore que Henri de Navarre, auprès d'Élisabeth Ier. Il n'y est pas allé, et il va la voir pour lui demander une aide militaire. Et c'est à cette occasion qu'il y a une tempête, la première tempête épique, comme dans l'Énéide. Et sur le modèle du récit qu'Énée fait à Didon de la chute de Troie, il va faire à Élisabeth Ier le récit de la Saint-Barthélemy. Donc là, il y a une invention qui est importante. Pourquoi cette figure d'Élisabeth d'Angleterre est importante? Parce que l'Angleterre figure à ce moment-là, c'est ce qu'il dit dans les lettres anglaises, comme un des modèles des Lumières à venir, un modèle philosophique, un modèle de société, un modèle poétique. Alors, Voltaire a beaucoup travaillé sur les éditions illustrées. Elles sont petites, j'en suis désolé. Oui, là, on a une gravure de l'édition qu'on dit l'édition dite encadrée. C'est l'édition des œuvres complètes, la dernière du vivant de Voltaire, qui est également illustrée. Et toutes les éditions, beaucoup d'éditions, il a apporté beaucoup de soins à ces éditions. Je suis désolé, on ne la voit pas très très bien, mais croyez-moi sur parole, c'est Henri auprès d'Élisabeth faisant son récit. Donc il va lui faire le récit du massacre et le récit des guerres de religion en revenant en arrière, en 1572 avec cette fameuse nuit.
Et puis, le roi ensuite va rentrer et les combats vont commencer avec différents récits de combats dans les différents champs. Hein. Je ne vais pas entrer dans le détail et les différents épisodes, hein, notamment l'assassinat de Henri III par Jacques Clément et l'acclamation par son armée du roi de Navarre comme roi qui succède à Henri III. Le sujet est à ce moment-là la conquête de Paris et la conquête du royaume. Pour arriver à la conquête du royaume, il faut en quelque sorte avoir une sorte d'adoubement symbolique. Et cet adoubement sera donné par une figure qui va apparaître comme dans la prophétie de l'Énéide, comme dans, vous savez, cette évocation des morts dans l'Iliade et l'Odyssée. C'est tout d'un coup en rêve. Voltaire ne veut pas faire apparaître des figures merveilleuses, mais il fait apparaître en rêve. Henri rêve à Saint-Louis, et Saint-Louis lui prédit l'avenir. Et il lui montre le règne notamment de Louis XIV. Alors c'est intéressant parce que ça permet à Voltaire de faire, à travers ce qui sera le futur d'Henri IV, de présenter ce qui est le passé pour lui et de faire un bilan du XVIIe siècle. Et on en entendra tout à l'heure un récit. C'est un élément important parce que c'est tout un programme politique et historique que Voltaire installe. Bataille d'Ivry que le roi remporte, c'est le chant 8. Et puis, comme dans toute épopée, vous savez, l'épopée, c'est pas seulement des batailles, c'est pas seulement le duel épique, hein, ici entre deux camps, mais c'est aussi un moment, le héros qui est arrêté dans sa quête héroïque par l'amour et par une belle femme. Hein. C'est dans le Tasse, ce sont les jardins d'Armide, dans l'Énéide, c'est Didon. Le héros, et tout d'un coup, oublie sa quête. Et là, il est, à un moment, au 109, Henri est arrêté auprès de Gabriel d'Estrées. Et pendant un moment, pendant un temps, on le découvrira aussi tout à l'heure. Et puis, il est rappelé à l'ordre par ses soldats. Et il va assiéger Paris, affaibli par la famine. Et il va finalement décider de se convertir au catholicisme pour mettre un terme définitif à une guerre intestine. Alors, il entre triomphalement à Paris. Alors, ça, j'ai oublié un petit peu de vous présenter le massacre de la Saint-Barthélemy, le songe de Henri avec Saint-Louis, une autre version, dans une autre édition. Et puis ici, une gravure dans les jardins de Gabriel d'Estrées. Et puis ici, l'entrée dans Paris, l'entrée triomphale dans Paris. Point important, Voltaire insiste beaucoup sur le fait que Voltaire n'entre pas par un combat. Il entre parce qu'il fait un geste de clémence. Il donne à manger aux assiégés affamés. Ce qui met en perspective un autre passage que Pilar de la Béraudière va lire. Donc, c'est un héros qui n'est pas simplement un héros guerrier, c'est pas seulement un héros de la bataille, mais c'est un héros aussi qui a des gestes de clémence et des gestes d'humanité. Et ça, c'est une des définitions nouvelles du héros que les Lumières vont apporter. On peut se reporter à la définition du héros dans l'encyclopédie. Et donc, célébration d'un nouvel âge d'or avec cette dernière gravure. Donc, on le voit, Voltaire se trouve dans un cadre contraint par la poésie épique, hein, il y a des modèles, cadre contraint par l'histoire, mais dans ce cadre, il va esquisser un programme philosophique, combat contre l'intolérance, hein, contre toutes les intolérances, hein, qu'elles soient du Vatican ou qu'elles soient d'autres camps, une vision de l'histoire de France, une vision de l'histoire de France qui est construite par le progrès des techniques, progrès des arts, une autre vision du souverain et du héros. Il s'agit de définir quel est le bon roi. C'est moins le guerrier que l'homme clément, et qui va participer à la légende de Henri IV. Hein, c'est cette gravure, comme le résume cette gravure donc de Surhugues de 1723, qui sera reprise dans d'autres éditions, où il y a une citation en latin: Disque puer virtutem ex me et verumque labor. Apprends de moi, enfant, la vertu et le vrai travail, hein, qui sont vraiment là aussi des devises des Lumières. Cela dans un récit qui contient les ingrédients d'une épopée, combats, moments héroïques ou pathétiques, scènes d'amour. Et c'est cela que nous allons voir maintenant plus en détail avec quelques passages que va nous lire Pilar de la Béraudière. Certains passages, évidemment, appellent, il y a des références et
peut-être des allusions dans le poème, et plutôt que de les mettre en note de bas de page, je l'ai mise ici pour que vous puissiez bien suivre la lecture. Et je dis juste 2 mots pour présenter la première lecture. Le premier chant, on va commencer par le tout début, l'invocation et l'exposition. Une épopée commence par un « dis-moi muse », le héros aux 1000 tours, ou bien je chante le héros et les armes. On expose le sujet et on invoque la muse. Or, dans une épopée pour les Lumières, Voltaire ne va pas invoquer une divinité. Il va invoquer non pas la fable, mais la vérité. Et ça me paraît très important. Et les faits de l'histoire moderne. Par ailleurs, dans ce début, et nous allons l'entendre, vérité rime avec clarté. C'est la clarté des Lumières, c'est la clarté qui donne la vérité. Et donc, dans ce début, il va opposer le nouvel héros Henri IV qui pardonne, par opposition au mauvais souverain. Je chante ce héros qui régna sur la France, et par droit de conquête et par droit de naissance, qui par de longs malheurs apprit à gouverner, calma les factions, sut vaincre et pardonner, confondit et Mayenne et la Ligue et Libère, et fut de ses sujets le vainqueur et le père. Valois régnait encore, et ses mains incertaines de l'État ébranlé laissaient flotter les rênes. Les lois étaient sans force, et les droits confondus, ou plutôt en effet, Valois ne régnait plus. Ce n'était plus ce prince environné de gloire, au combat dès l'enfance instruit par la victoire, dont l'Europe en tremblant regardait les progrès et qui de sa patrie emporta les regrets, quand du Nord étonné de ses vertus suprêmes, les peuples à ses pieds mettaient des diadèmes. Tel brille au second rang qui s'éclipse au premier. Il devint lâche roi d'intrépide guerrier. Endormi sur le trône au sein de la mollesse, le poids de sa couronne accablait sa faiblesse. Qu'Élus et Saint-Mégrin, joyeux et d'Épernon, jeunes voluptueux qui régnaient sous son nom, d'un maître efféminé corrupteur politique, plongeaient dans les plaisirs ses langueurs léthargiques. Déguise cependant le rapide bonheur sur son abaissement élevait leur grandeur. Il formait dans Paris cette ligue fatale de sa faible puissance, orgueilleuse rivale. Les peuples déchaînés, vils esclaves des grands, persécutaient leurs princes et servaient des tyrans. Ses amis corrompus bientôt l'abandonnèrent. Du Louvre épouvanté, ses peuples le chassèrent. Dans Paris révolté, l'étranger accourut. Tout périssait enfin lorsque Bourbon parut. Le vertueux Bourbon, plein d'une ardeur guerrière, à son prince aveuglé vint rendre la lumière. Il ranima sa force. Il conduisit ses pas de la honte à la guerre et des jeux au combat. Au rempart de Paris, les 2 rois s'avancèrent. Rome s'en alarma, les Espagnols tremblèrent. L'Europe intéressée à ces fameux revers, sur ses murs malheureux, avait les yeux ouverts. On voyait dans Paris la discorde inhumaine excitant au combat, et la Ligue, et Mayenne, et le peuple, et l'Église. Et du haut de ces tours, des soldats de l'Espagne appelant des secours. Voilà pour ce début, vous voyez, de tableau de la France. Je voudrais souligner, on l'a très bien entendu dans la lecture aussi, la qualité dramatique des Alexandrins, et puis aussi ces maximes, tel brille au second rang qui s'éclipse au premier, au fond. Et donc il y a toute la richesse et toute l'utilisation des différents aspects de l'alexandrin, de ce que peut dire l'alexandrin. On va passer au chant 2, et dès le chant 2, donc c'est ce récit que Henri fait à la reine d'Angleterre, à la reine de l'époque, et il va lui faire le récit de la Saint-Barthélemy. Et donc c'est un exemple, au fond, dont Voltaire va représenter les horreurs de la guerre civile. Le massacre a eu lieu,
Henri le rappelle, et il rappelle qu'il l'a vu. Alors la lecture va être composée de 3 extraits. Un premier extrait, c'est le début, c'est la mort de l'amiral de Coligny. C'est une figure de protestant modéré, c'est une figure d'homme vertueux, converti, etc., et qui est ennemi des Guises, hein, famille catholique. Donc, au fond, dans la figure de Coligny, c'est l'assassinat des hommes de vertu du pays. Et puis ensuite, le récit des massacres, où Voltaire souligne l'horreur en accablant notamment Catherine de Médicis, qu'il rend véritablement coupable, hein, et responsable du massacre, et où il fustige notamment les prêtres sanguinaires. Hein, vous serez attentif à cet aspect. Et puis enfin, un dernier tableau pathétique, Sous les yeux, de Henri de Bourbon. Je vous donne la parole. Cependant, tout s'apprête, et l'heure est arrivée qu'au fatal dénouement la reine a réservé. Le signal est donné sans tumulte et sans bruit. C'était à la faveur des ombres de la nuit. Coligny languissait dans les bras du repos et le sommeil trempeur lui versait ses pavots. Soudain, de mille cris, le bruit épouvantable vient arracher ses sens à ce calme agréable. Il se lève, il regarde, il voit de tous côtés courir des assassins à pas précipités. Il voit briller partout les flambeaux et les armes, son palais embrasé, tout un peuple en alarme, ses serviteurs sanglants dans la flamme étouffée, les meurtriers en foule au carnage échauffé, criant à haute voix qu'on n'épargne personne, c'est Dieu, c'est Médicis, c'est le roi qui l'ordonne. Le héros malheureux, sans armes, sans défense, voyant qu'il faut périr et périr sans vengeance, voulut mourir, du moins, comme il avait vécu, avec toute sa gloire et toute sa vertu. Déjà, des assassins, la nombreuse cohorte du salon qui l'enferme, allait briser la porte. Il leur ouvre lui-même et se montre à leurs yeux avec cet œil serein, ce front majestueux, tel que dans les combats, maître de son courage, tranquille, il arrêtait ou pressait le carnage. À cet air vénérable, à cet auguste aspect, les meurtriers surpris sont saisis de respect. Une force inconnue a suspendu leur rage. « Compagnons, leur dit-il, achevez votre ouvrage, et de mon sang glacé, souillez ces cheveux blancs que le sort des combats respecta 40 ans. Frappez, ne craignez rien, Coligny vous pardonne. Ma vie est peu de chose et je vous l'abandonne. J'eusse aimé mieux la perdre en combattant pour vous. » Ces tigres à ces mots tombent à ses genoux. L'un, saisi d'épouvante, abandonne ses armes. L'autre embrasse ses pieds qu'il trempe de ses larmes. Et de ses assassins, ce grand homme entouré semblait un roi puissant par son peuple adoré. Besme, qui dans la cour attendait sa victime, monte, accourt, indigné qu'on diffère son crime. À travers les soldats, il court d'un pas rapide. Coligny l'attendait d'un visage intrépide. Et bientôt, dans le flanc, ce monstre furieux lui plonge son épée en détournant les yeux. Du plus grand des Français, tel fut ce triste sort. On l'insulte, on l'outrage encore après sa mort, son corps percé de coups, privé de sépulture, des oiseaux dévorants fut l'indigne pâture. La mort de Coligny, prémisse des horreurs, n'était qu'un faible essai de toute leur fureur. D'un peuple d'assassins, les troupes effrénées, par devoir et par zèle, au carnage acharné, marchaient, le fer en main, les yeux étincelants sur les corps étendus de nos frères sanglants. Guise était à leur tête, et bouillant de colère, vengeait sur tous les miens les mânes de son père. Je ne vous peindrai point le tumulte et les cris, le sang de tous côtés ruisselant dans Paris, le fils assassiné sur le corps de son père, le frère avec la sœur, la fille avec la mère, les époux expirant sous leur toit embrasé, les enfants au berceau sous la pierre écrasée. Des fureurs des humains,
c'est ce qu'on doit attendre. Mais ce que l'avenir aura peine à comprendre, ce que vous-même encore à peine vous croirez, ces monstres furieux de carnage altéré, excités par la voix des prêtres sanguinaires, invoquaient le Seigneur en égorgeant leurs frères. Que dis-je? Ô crime, ô honte, ô comble de nos maux. Le roi lui-même, au milieu des bourreaux, poursuivant des proscrits les troupes égarées, du sang de ses sujets souillait ses mains sacrées. Et ce même Valois que je sers aujourd'hui, ce roi qui par ma bouche implore votre appui, partageant les forfaits de son barbare frère, à ce honteux carnage excitait sa colère. Cependant, que faisais-je en ces affreux moments? Hélas, trop assuré sur la foi des serments, tranquille au fond du Louvre et loin du bruit des armes, mes sens d'un doux repos goûtaient encore les charmes. Ô nuit, nuit effroyable, ô funeste sommeil, l'appareil de la mort éclaira mon réveil. On avait massacré mes plus chers domestiques, le sang de tous côtés inondait mes portiques, et je n'ouvris les yeux que pour envisager les miens que sur le marbre on venait d'égorger. Les assassins sanglants vers mon lit s'avancèrent, leurs parricides de mains devant moi se levèrent. Je touchais au moment qui terminait mon sort, je présentai ma tête et j'attendis la mort. Mais soit qu'un vieux respect pour le sang de leur maître parlât encore pour moi dans le cœur de ces traîtres, soit que de Médicis l'ingénieux courroux trouva pour moi un supplice trop doux, on réserva ma vie à de nouveaux revers, et bientôt de sa part on m'apporta les fers. Vous frémissez, madame, à cet affreux récit, tant d'horreur vous surprend, mais de leur barbarie je ne vous ai conté que la moindre partie. Quand un roi veut le crime, il est trop obéi. Par 100 000 assassins, son courroux fut servi, et des fleuves français, les eaux ensanglantées ne portaient que des morts aux mers épouvantées. Merci pour ce récit assez terrifiant. Il faut bien le dire. Alors, il y a, il faut le reconnaître aussi dans la poésie épique de Voltaire, quelques facilités, des choses, voilà, des stéréotypes poétiques comme les pavots pour dormir. Lui verser ses pavots, bon, c'est une sorte de cheville poétique un peu. Mais à côté de ça, il y a, là, on l'a, me semble-t-il, extrêmement bien entendu, des vers extrêmement bien frappés qui sonnent. C'est Dieu, c'est Médicis, c'est le roi qui leur donne. Des choses qui résonnent d'une terrible actualité, en changeant les choses. Ces personnages qui invoquaient le Seigneur en égorgeant leurs frères, qui évidemment restent malheureusement. Et puis des choses qui rappellent peut-être Corneille dans la maxime quand un roi veut le crime, il est trop obéi, qui peut rappeler aussi certains grands écrivains du XVIIe siècle, je pense à Corneille. Donc à côté peut-être de certaines inévitables faiblesses, il y a aussi des puissances du tableau. On va passer à l'extrait suivant, qui est l'extrait du 7e chant. Et le 7e chant, alors on sera sur un chant peut-être un peu moins sanglant, c'est le tableau du règne de Louis XIV. Donc c'est ce moment où Henri IV, endormi, voit Saint Louis en rêve qui va lui montrer l'avenir. Et c'est important, je voudrais juste dire 2 mots sur ce... C'est l'idée qu'après Henri IV viendra Louis XIV et son siècle. Voltaire a 13 ans après la mort de Louis XIV, donc il s'agit pour lui vraiment de faire le bilan d'une époque politique, bilan d'une époque poétique aussi. Ils sont les enfants des Racine, des Boileau, des Corneille, des La Fontaine, de tout cet héritage qui est compliqué. Et on voit que Voltaire a un bilan en demi-teinte. Il condamne la politique absolutiste de Louis XIV, on va l'entendre, et en revanche, il loue Colbert, il loue les progrès des sciences et des arts. Ces vers sont aussi liés à l'actualité parce qu'ils se terminent, c'est en quelque sorte un programme politique pour le jeune Louis XV, qui a 13 ans, 1723,
quand il devient effectivement roi, et qui va, en 1728, il est dans les premières années de son règne, et là, c'est une manière de lui proposer un programme politique. Donc, Voltaire redessine le topos épique, le motif de l'épopée de la descente aux enfers, pour en faire ce voyage au fond, dans le rêve. Je vous donne la parole. Henri, dans ce moment, voit sur des fleurs de lys 2 mortels orgueilleux auprès du trône assis. Ils tiennent sous leurs pieds tout un peuple à la chaîne. Tous 2 sont revêtus de la pourpre romaine. Tous 2 sont entourés de gardes de soldats. Il les prend pour des rois. Vous ne vous trompez pas, ils le sont, dit Louis, sans en avoir le titre. Du prince et de l'État, l'un et l'autre est l'arbitre. Richelieu, Mazarin, ministres immortels jusqu'au trône, élevés de l'ombre des autels, enfants de la fortune et de la politique, marcheront à grands pas au pouvoir despotique. Des princes de mon sang, ennemis déclarés, tous 2 haïs du peuple et tous 2 admirés. Enfin, par leurs efforts ou par leur industrie, utiles à leur roi, cruels à la patrie. Ô toi, moins puissant qu'eux, moins vaste en tes desseins, toi dans le second rang, le premier des humains, Colbert. C'est sur tes pas que l'heureuse abondance, fille de tes travaux, vient enrichir la France. Bienfaiteur de ce peuple ardent à tout trajet, en le rendant heureux, tu sauras t'en venger, semblable à ce héros confident de Dieu même, qui nourrit les Hébreux pour prix de leur blasphème. Quels sages rassemblés dans ces augustes lieux mesurent l'univers et lisent dans les cieux, et dans la nuit obscure apportant la lumière, sondent les profondeurs de la nature entière. L'erreur présomptueuse, à leur aspect, s'enfuit, et vers la vérité le doute les conduit. Et toi, fille du ciel, toi puissante harmonie, art charmant qui polit la Grèce et l'Italie, j'entends de tous côtés ton langage enchanteur et tes sons souverains de l'oreille et du cœur. Français, vous savez vaincre et chanter vos conquêtes. Il n'est point de laurier qui ne couvre vos têtes. Ciel, quel pompeux amas d'esclaves à genoux est aux pieds de ce roi qui les fait trembler tous. Quels honneurs, quel respect. Jamais roi dans la France n'accoutuma son peuple à tant d'obéissance. Je le vois comme vous par la gloire animé, mieux obéi, plus craint, peut-être moins aimé. Je le vois éprouvant des fortunes diverses, trop fier dans ses succès, mais ferme en ses traverses. Siècle heureux de Louis, siècle que la nature de ses plus beaux présents doit combler sans mesure, c'est toi qui dans la France amènes les beaux-arts. Sur toi, tout l'avenir va porter ses regards. Les muses à jamais y fixent leur empire. La toile est animée et le marbre respire. Un peuple de héros va naître en ces climats. Je vois tous les Bourbons voler dans les combats. Là, on entend très bien, vous voyez cette espèce de programme, à la fois la louange à Colbert, dans le second rang, il vient, au fond, c'est de la bourgeoisie, et puis non pas de la robe ou de la grande noblesse, et puis ce programme qui associe à la fois le progrès technique et le progrès des arts, le progrès de la peinture, de la sculpture et de la littérature. Alors après ce siècle, on va revenir au siècle barbare et au massacre. Alors je suis obligé de revenir un tout petit peu en arrière. On a à la bataille d'Ivry. Dans ce champ, pour montrer l'horreur de la guerre, Voltaire va choisir un exemple qui est au fond une réécriture du combat de Tancrède et Chlorinthe dans la Jérusalem délivrée. Dans la Jérusalem, il y a ce fameux combat qui a été mis en musique par Monteverdi, où un chevalier tue un autre chevalier, et quand il va vers ce chevalier, il lui lève son casque et il s'aperçoit
que c'est Clorinde, sa bien-aimée. Tancrède a tué Clorinde sans savoir que c'était elle qui était au combat. Et là, Voltaire va au fond lui redonner, enfin va reprendre ce motif, vous le verrez différemment. Mais je vous laisse nous le faire découvrir. Dailly portait partout la crainte et le trépas. Dailly tout orgueilleux de 30 ans de combat et qui, dans les horreurs de la guerre cruelle, reprend malgré son âge une force nouvelle. Un seul guerrier s'oppose à ces coups menaçants. C'est un jeune héros à la fleur de ses ans qui, dans cette journée illustre et meurtrière, commençait des combats la fatale carrière. Ce jour, sa jeune épouse, en accusant le ciel, en détestant la ligue et ce combat mortel, arma son tendre amant et d'une main tremblante attacha tristement sa cuirasse pesante et couvrit en pleurant d'un casque précieux ce front si plein de grâce et si cher à ses yeux. Il marche vers Dailly dans sa fureur guerrière, parmi des tourbillons de flammes, de poussière, à travers les blessés, les morts et les mourants, de leurs coursiers fougueux, tous deux pressent les flancs, sanglants, couverts de fer et la lance à la main, d'un choc épouvantable, ils se frappent soudain. Dans ce cœur ennemi qu'ils ne connaissent pas, le fer qui les couvrait brille et vole en éclats. Enfin, le vieux Dailly, par un coup malheureux, fait tomber à ses pieds ce guerrier généreux. Dailly voit son visage. Au désespoir, au cri, il le voit, il l'embrasse. Hélas, c'était son fils. Il déteste à jamais sa coupable victoire. Il renonce à la cour, aux humains, à la gloire. Du héros expirant, la jeune et tendre amante, par la terreur conduite, incertaine, tremblante, vient d'un pied chancelant sur ses funestes bords. Elle le cherche, elle le voit dans la foule des morts, elle voit son époux, elle tombe éperdue, le voile de la mort se répand sur sa vue. Elle tient dans ses bras ce corps pâle et sanglant, le regarde, soupire et meurt en l'embrassant. Merci. Là aussi un récit où Voltaire joue sur le pathétique, c'est non plus l'amant qui tue son amante, mais le père qui tue son fils, et qui montre effectivement ce à quoi mène la violence de l'intolérance et des guerres civiles. Il a par ailleurs aussi un tableau, je vous ai dit, c'est très satirique, du Vatican, qu'il définit, je voudrais juste lire ceci, l'Église romaine qui est critiquée comme institution, non comme religion, et qui est qualifiée de inflexible aux vaincus, complaisante aux vainqueurs, prête à vous condamner, facile à vous absoudre. Et donc il y a cette critique de l'intolérance religieuse. Alors on va faire encore, je ne sais pas si oui, on va faire encore un pas dans l'horreur, me semble-t-il, avec le Chant X, qui est le moment de la conquête de Paris. Conquête de Paris qui passe, un siège de ville passe souvent par un blocus, et on affame la population. Donc il y a une description de la famine de Paris. Et dans cette famine, il y a un moment particulièrement pathétique que vous allez nous lire. Merci. Une femme, grand Dieu, faut-il à la mémoire conserver le récit de cette horrible histoire ? Une femme avait vu par ses cœurs inhumains un reste d'aliments arraché de ses mains. Des biens que lui ravit la fortune cruelle, un enfant lui restait, prêt à périr comme elle. Furieuse, elle approche avec un coutelas de ce fils innocent qui lui tendait les bras. Elle tourne sur lui son visage effrayé, plein d'amour, de regret, de rage, de pitié. Meurs avant de sentir mes maux et ta misère. Rends-moi le jour, le sang que t'a donné ta mère, que mon sein malheureux te serve de tombeau et que Paris du moins voie un crime nouveau. En achevant ces mots, furieuse, égarée, dans les flancs de son fils, sa main désespérée enfonce en frémissant le parricide d'acier, porte le corps sanglant auprès de son foyer et d'un bras que poussait sa faim impitoyable prépare avidement ce repas effroyable. Attirée par la faim,
les farouches soldats dans ces coupables lieux reviennent sur leurs pas. Oui, c'est mon propre fils. Oui, monstres inhumains, c'est vous qui dans son sang avez trempé mes mains. Ce discours insensé que sa rage prononce est suivi d'un poignard qu'en son cœur elle enfonce. De crainte à ce spectacle et d'horreur agitée, ces monstres confondus courent épouvantés. Merci. Oui, là, on atteint, je dirais, le moment. Et donc, du coup, c'est ce qui va servir de contrepoint au geste de Henri IV qui va décider de nourrir la population de Paris, de nourrir l'ennemi, et qui, par ce geste de clémence, va réussir à, au fond, vaincre les cœurs, hein, je dirais. Donc là, il y a l'effet aussi d'ombre et de lumière, hein, dans cette scène. On va quand même ne pas vous laisser, il y aura une dernière scène, on ne va pas vous laisser quand même sur ce tableau, il fait nuit et donc il faudrait quand même qu'on rentre chacun chez soi avec des images un peu plus riantes et on va terminer, on a choisi de terminer justement, de revenir un petit peu en arrière dans le poème avec le chant 9, qui est le chant donc ce qu'on pourrait appeler le retard amoureux, le moment où Henri IV, qui est aussi appelé le vers galant, hein, donc qui est aussi connu pour sa galanterie, il va s'égarer, hein, s'égarer au sens de la quête, hein, auprès d'une des belles femmes qu'il a connues, une belle femme du siècle, Gabrielle d'Estrées, hein, et je vous montrerai aussi 2 tableaux pendant la lecture, des tableaux connus qui l'ont représenté, hein. Elle a véritablement aussi toute sorte de représentation, hein, d'elle. Et au fond, ça témoigne d'un autre aspect de la poésie de Voltaire, cette dimension de la poésie amoureuse, et ce chant donc, qui termine peut-être sur une note plus gaie. Donc à Voltaire là, et à Pilar de la Béraudière, le mot, ou plutôt les vers de la fin. Dans les sillons fangeux de la campagne humide, le roi marche incertain, sans escorte et sans guide. Depuis peu, la fortune, en ces tristes climats, d'une illustre mortelle avait conduit les pas. Dans le fond d'un château, tranquille et solitaire, loin du bruit des combats, elle attendait son père qui, fidèle à ses rois, vieilli dans les hasards, avait du grand Henri suivi les étendards. D'Estrées était son nom. La main de la nature, de ses aimables dons, la combla sans mesure. Elle entrait dans cet âge, hélas, trop redoutable, qui rend des passions le joug inévitable. Son cœur, né pour aimer, mais fier et généreux, d'aucun amant encore n'avait reçu les vœux. L'amour, qui cependant s'apprête à la surprendre, sous un nom supposé, vient près d'elle se rendre. L'or de ses blonds cheveux qui flottent au gré des vents, tantôt couvre sa gorge et ses trésors naissants, tantôt expose aux yeux leur charme inexprimable. Sa modestie encore la rendait plus aimable. Il fait plus. À l'amour, tout miracle est possible. Il enchante ces lieux par un charme invincible. Contre un pouvoir si grand, qu'eût pu faire d'Estrées ? Par un charme indomptable, elle était attirée. Elle avait à combattre en ce funeste jour sa jeunesse, son cœur, un héros et l'amour.